Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas un test d'un whisky en particulier, mais qui vient répondre à la question de comment déguster son whisky. Alors dans un premier temps, la première chose à prendre en considération pour déguster dans son whisky, c'est l'environnement. Alors ça va vous paraître un peu étrange dit comme ça, mais le whisky a deux propriétés très importantes. C'est ses arômes olfactifs et gustatifs. Donc le nez et la bouche. 50% de l'expérience d'un whisky provient du nez. Ça c'est important de le savoir, mais c'est quelque chose que le marketing ne vous apprend pas. À quel moment de la journée déguste-t-on un whisky? Alors déjà pas le matin, ça c'est important. L'après-midi, rarement, sauf si vous êtes dans une après-midi dégustation, auquel cas, oui, bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir. Mais idéalement le soir. Idéalement le soir, avant de manger. Pourquoi avant de manger? Parce qu'en fait, de cette façon-là, votre palais est neutre et vous n'avez pas ingurgité d'éléments forts et puissants, comme par exemple de l'ail ou ce genre de choses, qui viendraient corrompre, entre guillemets, votre jugement sur un whisky. Moi j'ai toujours un peu de mal, mais ça c'est uniquement mon opinion et mon point de vue là-dessus, c'est j'ai toujours du mal à déguster un whisky après avoir mangé, ou en mangeant. Sachant qu'il y a certains mecs qui se marient très bien avec le whisky, comme par exemple le fromage avec le whisky tourbé, ça fait un très bon duo. Mais en général, mes whiskies je les teste avec le palais vierge, neutre, avant le souper. Autre chose, je vous déconseille fortement aussi, pour votre santé, de déguster du whisky tous les jours. Je vous conseille au maximum 4 jours où vous en dégustez et 3 jours où vous ne consommez aucun alcool du tout. De cette façon-là, votre foie peut se régénérer et vous pouvez avoir un rythme de vie beaucoup plus décent. Parce que l'alcool, il faut savoir aussi que c'est une toxine, et si on en prend trop, on peut avoir des gros soucis de santé là-dessus. Et donc en consommer, bien entendu, avec modération. Il faut aussi savoir que 99% des gens qui achètent du whisky, notamment en supermarché, ne le consomment pas pour ses vertus gustatives, mais plus pour s'acheter une marque. C'est du branding, pour s'acheter une marque, se faire plaisir, et le consomme comme consommerait de l'eau, on va dire en très grande quantité et assez souvent. C'est malheureusement la triste réalité. C'est aussi pour ça qu'il y a tellement de taxes sur les spiritueux, les alcools, parce que ce sont des choses qui ont des effets négatifs sur les personnes. L'alcool a ce pouvoir assez incroyable si vous êtes triste, de vous rendre encore plus triste, et si vous êtes heureux, de vous rendre encore plus heureux. Bien entendu, tout le monde ne réagit pas de la même façon à l'alcool, dépendamment bien entendu des doses. J'en parlerai plus tard des doses, notamment par rapport au style de verre à employer. Donc voilà, maintenant on va parler des différents verres qui sont généralement employés pour la dégustation de whisky. Alors, ceci s'appelle un tumbler. Ça n'a rien à voir avec le site. C'est un verre généralement communément marqué dans l'esprit commun des gens comme un verre à whisky. C'est celui que je déconseillerais le plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va se verser un petit whisky, un Jameson. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, 50% de l'expérience d'un whisky vient du nez. Et j'insiste là-dessus. Ça peut vous paraître étrange, mais vraiment 50% de l'expérience vient du nez. Mais heureusement, avec ce verre-là, on arrive très très mal à capter les différentes notes.
On peut avoir, oui, de la vanille, de la noix, mais c'est à peu près tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, la forme du verre fait que la dissipation de l'alcool est beaucoup trop grande et en fait ne se concentre pas à un point particulier qui fait qu'on est capable de pouvoir apprécier toutes les notes et tout ce qu'a à offrir le whisky. Alors, il y a aussi une forte remontée d'alcool dans un premier temps. Il faut savoir qu'au moment où vous versez le whisky dans le verre, l'alcool a besoin de sortir, il était concentré, et donc les premières minutes, en général les 5 premières minutes, dépendamment du type de whisky que vous allez boire, va avoir une très forte odeur d'alcool. Et en général, ne plongez pas votre nez tout de suite, laissez-le un peu se reposer, s'aérer, et seulement après pouvoir déguster. Donc en fait, ces verres-là sont plus des verres à boire, et de par leur forme et leur très grande largeur, en fait, ce sont des verres qui ont été énormément poussés dans le marketing. En général, lorsque vous trouvez des single malt pour Noël dans des packs vendus avec des verres avec le petit logo de la distillerie dessus, en général, ce sont des tumblers qui sont vendus avec. Pourquoi? Parce qu'en fait, de par leur taille, en général, les gens seront toujours tentés de mettre beaucoup plus d'alcool qu'ils ne devraient à l'intérieur et en racheter une bouteille beaucoup plus tôt. C'est triste à dire, mais c'est ça. Et d'autant plus que par exemple vous êtes dans des bars, et dans des bars vous avez par exemple des whisky, vous pouvez choisir la dose, et la dose la plus petite, enfin, c'est pour ça que je recommanderais, et encore elle est déjà beaucoup trop grande pour moi, ça s'appelle un baby whisky. C'est plutôt péjoratif. Alors qu'à côté un double whisky, c'est un côté un peu plus double, un peu plus... moi je suis un mec, je suis sérieux, je suis viril, moi je prends un double whisky. Et c'est malheureusement des choses qu'on retrouve énormément dans le terme, notamment en anglais et en français, comme par exemple en français, si je bois ce whisky tel quel, je pourrais dire que je bois ce whisky sec. Sec. Vous voyez, c'est un côté un peu dur, un peu âpre, pour symboliser la virilité. Le marketing au niveau du whisky joue énormément sur le côté masculin pour séduire une clientèle en particularité de jeunes hommes. Et c'est pas quelque chose que je trouve de très sain, parce qu'en réalité il faut savoir que les femmes ont un bien meilleur nez que les hommes et sont en général bien plus aptes à apprécier le whisky, sauf que le marketing lui il s'en fout. Il ne s'intéresse qu'à la cible masculine. Donc voilà. L'alcool s'est évaporé, on commence à sentir des choses. Malheureusement pas grand chose parce qu'il ne s'agit pas d'un très grand whisky. Un petit côté floral, mais voilà. Donc ensuite nous avons le whisky on the rocks, comme diraient les Américains. Donc qui est simplement du whisky avec de la glace. Regardez-moi ça. C'est élégant. Sincèrement, esthétiquement, c'est vraiment très sympa. Les Japonais ont une variante du on the rocks, ça s'appelle highball. Et en fait, il s'agit d'une boule de glace toute ronde, qui est taillée à la main, versée dans le tumbler, et tout le whisky vient de recouvrir autour. Ça donne un très joli effet visuel, très marqué. Mais ça vient encore casser davantage le côté olfactif du whisky. Parce que désormais, lorsque vous ajoutez de la glace, vous ne sentez absolument plus rien. C'est un anesthésiant, la glace. Donc voilà, c'est bon pour le tumbler. Maintenant, on va passer à 3 autres types de verres qui vous sont peut-être plus ou moins familiers. Nous avons le Copita. Excellent verre. C'est le verre favori de Richard Pattinson, qui est le master distiller de Dalmor, que je recommande tout particulièrement. Mais attention, ça ne s'adresse pas à tout type de whisky. Sur les castress, ça peut être un peu trop violent. Je vais vous expliquer. Comme vous pouvez le voir, contrairement au tumbler ici, je ne sais pas si vous voyez bien, la nuque du verre est beaucoup plus mince, elle est extrêmement mince, ce qui fait que le verre est pas pratique pour pouvoir boire. En général, il faut vraiment soulever la tête très haut et avancer sa mâchoire, mais pour pouvoir sentir
et détecter un maximum d'arômes, c'est génial. A contrario, lorsque vous prenez un whisky Castref avec ce type de verre, comme par exemple ce Lagavulin 12 ans, alors Castref ça veut dire brut de fût, à 57,1 degrés, celui-ci est à 40 degrés minimum autorisé pour pouvoir avoir l'appellation whisky, c'est agressif. C'est vraiment agressif. Et dans ces cas-là, c'est là que vient intervenir un élément important de la dégustation du whisky qui est l'eau. Alors l'eau, c'est important à deux niveaux. Ça va vous permettre en fait de pouvoir doser votre whisky comme vous le désirez, au niveau du degré d'alcool qui vous convient le plus, sans atténuer trop fortement les arômes. Mais attention, avec l'eau, ce n'est pas conseillé avec les whiskies très âgés. Ça démolit très très vite les molécules parce qu'elles sont beaucoup plus fragiles que des whiskies qui sont jeunes. Et je déconseille aussi avec les whiskies en fût de sherry. Voilà, les fûts de sherry et les whiskies très âgés. Par très âgé, attendez, 25 ans et plus. L'eau, allez-y vraiment mollo. Donc on va prendre un single malt, on va plus prendre ce Johnson, on va prendre un excellent single malt qui est un Hartberg 10. Hop, qu'on va verser dans le Copita. Je vais le verser aussi dans les deux autres verres pour pouvoir comparer l'expérience. Et voilà. Hartberg 10, excellent whisky. Et très très bon rapport qualité-prix, presque un matin. On va remplacer, hop là. Donc, une fois que vous avez versé le whisky dans ce verre, il faut qu'en fait un maximum d'arômes, de senteurs arrive jusqu'au bout du verre. Donc si vous le faites directement comme ceci, ce sera juste l'alcool que vous allez sentir. Et un petit truc. Vous penchez votre verre, comme ceci, pour pouvoir toucher un maximum la paroi du côté du verre, et vous le faites tourner délicatement, tac, jusqu'à qu'il fasse un tour entier. Et après, vous revenez à la position initiale. Et là, maintenant que vous allez le sentir, là, vous pouvez sentir toutes les arômes. Là, on sent la tourbe, la pâte d'amande, l'eucalyptus, plein de choses. C'est un très bon moyen. Vous pouvez aussi le faire de façon un peu plus rapide, mais pour moi c'est un peu plus risqué et ça peut aussi potentiellement détruire l'expérience whisky. C'est tout simplement de faire tourner le liquide dans le verre. Et il m'est déjà arrivé de faire ça et avoir du liquide qui en sort. Donc idéalement, pour pas prendre de risques, faites-le simplement tourner sur le côté. Ça fonctionne très très bien. On sent vraiment énormément de choses. Alors maintenant, je vais vous expliquer quelque chose qui est très, très simple. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas tous égaux face à la nature. Nous avons tous des morphologies de nez qui est différente, en fonction de nos origines ethniques ou familiales. Même de sexe, comme je l'ai dit tout à l'heure, la femme a un meilleur odorat que l'homme. Ça vient de l'évolution. Et c'est lié à tout ce qui est phéromone, en réalité. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà, c'est juste pour vous donner des simplement. Regardez, par exemple, dans les laboratoires qui font les parfums, quels sont les nez. Les nez, ce sont les personnes qui travaillent pour pouvoir sentir et définir les différentes odeurs, pour pouvoir trouver le bon dosage dans un parfum. Quels sont les nez qui y travaillent? Ce sont toujours des femmes. Voilà. Donc voilà, comme je le disais, on n'est pas tous égaux face à la nature, et parfois, en fait, nous allons avoir une paroi d'une partie gauche ou droite du nez qui sera plus large ou plus mince que l'autre, en fait. Ce qui fait que, lorsque vous le sentez comme ceci, vous avez qu'une partie de l'expérience. Mais par contre, si vous prenez le verre comme ceci, et que vous le faites tourner très légèrement sur quelques degrés, vous vous rendrez compte qu'en fait, vous n'aurez pas la même odeur entre votre narine gauche et votre narine droite. Ce qui vous permet encore davantage de capter un maximum d'arômes.
Donc voilà, comme je l'ai dit, le Copita, c'est un excellent verre à nez. Mais le mauvais côté avec ceci, c'est sur les whisky Castref, il peut se révéler un peu agressif. Donc là, je vais partir sur un verre à Porto, qui contient le même single malt, les trois sont des Hartberg. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on ne le tourne pas, on sent très peu de choses. Donc là, comme vous pouvez comparer, celui-ci est beaucoup plus en alambic que le Copita, ce qui fait qu'en fait, il y a un peu plus d'éléments qui arrivent à en sortir. Et pour les débutants, ou les personnes qui n'apprécient pas particulièrement l'odeur de l'alcool, ce type de verre est vraiment très intéressant pour eux. Parce qu'en fait, elle me permet vraiment de pouvoir sentir beaucoup plus de couches, plus facilement. Alors, si j'avais à comparer les deux, celle-ci c'est beaucoup plus concentré et ça vous demandera quand même de l'expérience avant vraiment de pouvoir être capable de pouvoir définir ok, il y a telle couche, telle couche, telle couche, telle couche, alors que celle-ci c'est beaucoup plus facilement définissable, mais à contrario ça sera légèrement moins complexe car moins concentré et vous aurez potentiellement des testing notes, des notes de test un peu plus courtes. Super. Alors bien entendu, le goût ne change pas. Ces verres-là ne sont là vraiment que pour le nez. Donc enfin le Glenclair Glass, qui est un verre très populaire. J'utilise assez peu. En fait, je n'utilise que sur des whiskies de soif, qui sont des whiskies que je bois pour me faire plaisir, mais sans vraiment me prendre la tête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, selon moi, mais ça c'est uniquement mon point de vue, le verre est beaucoup trop large. Et en fait, on se retrouve à boire au minimum des doses de 3 centilitres avant d'avoir un nez vraiment agréable. Et bon, comme le nez du Hartberg est vraiment exceptionnel, ça marche malgré tout ici. Mais il ne faut pas avoir honte ou se dire ah non, je n'ai pas l'entièreté de l'expérience parce que je ne possède pas ces verres-là en particulier. C'est faux. Prenez par exemple un verre à champagne, vous savez, le verre à champagne qui se termine comme ceci. Vous pouvez mettre du whisky à l'intérieur et vous aurez une expérience plus ou moins similaire. Certes, vous n'aurez pas à définir autant de choses qu'avec ces whisky-là, mais vous aurez quand même malgré tout une très bonne expérience et c'est très bien pour les personnes qui sont un peu limitées au niveau budget. Alors ensuite, le troisième point que je voulais aborder, désolé c'est une vidéo un peu longue, c'est le soi-même. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le whisky c'est une expérience qui se partage entre la bouteille et vous-même. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'une personne richissime qui va acheter un whisky à 30 000 balles, qui va le mettre dans un verre comme ça, et qui va boire ça avec ses potes dans la soirée, en parlant de combien ils ont gagné d'argent en escroquant des petites startups, par exemple, et qui est une personne qui est mieux à même d'apprécier ce whisky qu'elle a payé 30 000 € que vous-même? Moi, je ne pense pas. Enfin, je ne pense pas, j'en suis même presque certain. Pourquoi ? Parce que, comme le nom de ma chaîne s'appelle La Voix du Whisky, c'est qu'il y a une certaine raison, c'est que c'est un chemin. C'est un chemin de croix, quelque part. Il faut tester énormément de choses, il faut vraiment s'éveiller à beaucoup de choses, et pas uniquement l'alcool. On peut s'éveiller aussi, le côté culinaire est très important, parce qu'en fait, pour pouvoir définir avec exactitude tous les arômes que vous avez dans un whisky, vous avez besoin d'avoir un palais le plus varié et le plus polyvalent possible. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, c'est un chemin. C'est un chemin où on commence par des blends, on commence par des whiskies comme
comme le Jameson. Parfois même on se prend des cuites à ça quand on est jeune et on dit du whisky plus jamais. Ça m'est arrivé, j'en ai pas bu pendant 3-4 ans à cause de ça. Chacun ses erreurs de jeunesse. Hein. Et on arrive à des choses, à apprécier des choses qui sont vraiment très, très, très agréables et vraiment incroyablement bien finies, comme ce Ardbeg 10. Mais, comme je l'ai dit, si par exemple vous avez un whisky d'une très bonne qualité trop tôt dans votre parcours, vous ne serez potentiellement pas capable de l'apprécier. Ça peut paraître étrange comme ça peut paraître un peu même vaniteux, mais il est très important que vous ayez en considération votre propre culture et votre propre bagage de whisky que vous avez testé jusqu'à l'heure actuelle et de votre capacité objective à apprécier ou non tel ou tel whisky. Avec l'ouverture dans le verre, il devient de mieux en mieux, j'en reviendrai plus tard. Alors donc, en fait, comment ça fonctionne? L'appréciation d'un whisky, en fait, tout est basé sur votre mémoire olfactive. Vous avez une banque de données dans votre cerveau que vous remplissez au fur et à mesure des différentes choses que vous goûtez dans votre vie. Ok? Que ce soit quand vous êtes petit, du bacon, de la viande, tout ce que vous goûtez, même les choses que vous avez goûtées par erreur et qui n'est pas foncièrement comestible. Comme par exemple, je sais pas, lécher du cuir, vous voyez, lécher du bois, avoir un morceau de bois quand par exemple on est en cours, son crayon de bois dans sa bouche. Donc ça nous donne l'impression de, ok, on sait comment le chêne à peu près ça goûte. Et en fait, vous accumulez toute cette banque de données olfactives au fur et à mesure des années. Bien entendu, sauf si vous êtes quelqu'un qui régulièrement mange des plats préparés en supermarché et des fast-food, des choses qui sont sans saveur. J'en mange aussi, hein, mais attention, ce n'est pas la base de mon alimentation non plus. Si vous êtes capable vraiment de pouvoir définir, ok, ça c'est le goût d'une tomate, ça c'est un citron, etc., vous allez pouvoir être capable, à bout de quelques tests, de pouvoir définir quelles sont les différentes choses que vous allez trouver dans le nez d'un whisky et en bouche. Voilà, parce qu'en fait, on ne peut pas définir objectivement qu'un whisky est bon ou non, parce qu'en fait, la note est intrinsèquement liée à la personne qui le teste et à son background. Et voilà, donc en fait, vous allez accumuler des données, et en fait, au fur et à mesure, sans même vous en rendre compte, au fur et à mesure de tester différents types de whisky qui viennent de différentes régions d'Écosse, de différents pays, le Japon, la Thaïlande, les États-Unis, etc., la France aussi, il y a des whiskies français. Et au fur et à mesure, en fait, vous allez développer votre palais, vous allez développer vos sens. Et ça, c'est vrai, et c'est quelque chose qui marche. Enfin, j'en suis la preuve vivante, en tout cas. Et beaucoup de mes amis qui ont commencé en même temps que moi, d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus fin, beaucoup plus sophistiqué dans votre façon d'approcher la nourriture en général, et l'appréciation de la vie aussi. C'est quelque chose qui est un peu un ensemble, et ce qui est vraiment très intéressant justement avec le whisky et les spiritueux, qu'on retrouve dans assez peu d'autres éléments, c'est qu'en fait ça vient chercher des choses dans énormément d'aspects alimentaires. Ça vient chercher des choses par exemple dans le cuir, le chêne, les fruits, ça va même chercher dans des choses qui n'ont absolument rien à voir, comme j'en sais rien, je connais un whisky par exemple qui a une petite odeur de chien mouillé, un petit côté fermier par exemple chez Brora, etc. Ce sont des choses que vous allez au fur et à mesure percevoir, et vous allez avoir un nez de plus en plus fin, et au fur et à mesure des années, même si il y a une dégradation qui commence à s'opérer vers l'âge de 40-50 ans, vous aurez affiné votre nez. Attention, comme je l'ai dit, on n'est pas tous égaux face à la nature, donc en fait, vous allez mettre plus ou moins de temps avant de pouvoir développer votre nez. Mais même quelqu'un qui a un mauvais nez, moi je considère que j'ai un mauvais nez, j'ai hérité de mon père, malheureusement, à force de travail, on arrive malgré tout à déceler énormément de choses. Donc voilà. Donc, ok, maintenant, passons
sur le côté très rapidement de la dégustation. Je pense que je ferai une autre vidéo plus tard là-dessus qui en sera un peu plus précise. Donc, comme je vous dis, vous versez le whisky dans le verre, vous le faites tourner, vous le sentez, et comme je vous l'ai dit, la première ou deuxième minute, ne commencez pas à mettre votre nez dedans, parce qu'en fait, ce sera dans un premier temps l'alcool, l'éthanol, qui va s'échapper du verre. Alors, des conseils pour boire très simplement. Je vais mettre ces verres-là sur les côtés. Hop. Lorsque vous versez le whisky dans le verre, le whisky va se développer au sein du verre. Ça veut dire qu'en fait, vous n'aurez pas le même nez entre le moment où vous l'avez versé et 20 minutes plus tard. C'est l'alcool qui va s'évacuer tout doucement et qui va laisser échapper de nouvelles saveurs. Alors, est-ce qu'on peut le quantifier? Oui, on peut le quantifier, on peut même deviner à quel moment le whisky il a son paroxysme de complexité. La complexité, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un maximum d'arômes assez complexe à définir qui englobe un whisky à un instant T. Donc moi j'en étais où? Oui, voilà, vous versez ça, et en fait c'est très simple. Pour pouvoir quantifier quand est-ce qu'un whisky est le mieux à même d'être bu, vous vous fiez simplement à l'âge qu'il y a sur la bouteille. Donc là c'est écrit en anglais, c'est Aberg 10, ça veut dire 10 pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Donc c'est garanti par la loi, c'est écrit dessus, vieilli pendant un minimum de 10 ans. Et il n'est pas filtré à froid, mais le filtrage, j'en reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Donc, 10 ans, c'est un très bon âge pour les whisky d'Islay. 10 minutes. Commencez à boire un whisky. Par le nombre d'années qu'il y a sur la bouteille, vous mettez 1 minute par année. Donc là, 10 minutes. 10. Ça serait un autre whisky comme par exemple la Lagavulin 12 que je vous ai présenté. Avant de commencer à le boire, attendez 12 minutes. Parce que pendant les 12 premières minutes, vous allez avoir le nez qui va se modifier de façon très rapide. Et on va passer sur des choses vraiment très différentes. Par exemple, je sais qu'à 10 minutes, je commence à avoir du fromage, du comté âgé dans ce verre, que je n'avais pas lorsque je l'avais mis dans le verre. Il y a un développement au sein du verre qui est en train de se faire. Donc vous attendez 10 minutes. Là, vous commencez à boire par toute petite portion. Je vais vous expliquer comment boire, c'est très simple. N'essayez pas de boire ça comme vous buvez du whisky dans un tumbler. Ce n'est pas quelque chose comme un coca ou un soda que vous avalez tout de suite. Non. Vous devez stimuler les réceptacles que vous avez au niveau de la langue. Donc voilà. Je pense qu'on doit être à peu près à 10 minutes, donc je vais le tester. Et vous l'avez. Alors donc, qu'est-ce que j'ai fait? À part être bruyant lorsque je le bois, c'est très simple, c'est que je l'ai fait tourner autour de ma langue. C'est comme quand vous roulez une pelle à une fille, vous prenez votre whisky en bouche et vous le faites tourner. Pourquoi? Parce qu'en fait, les réceptacles qui définissent les goûts se trouvent à des endroits différents de votre langue. Par exemple, le sucré est à l'avant et l'amertume est au fond. Et il faut essayer de couvrir toute la langue pour pouvoir voir quel réceptacle le whisky va éveiller ou non. Certains whiskies vont être très sucrés, d'autres vont être beaucoup plus amers, etc. Et les grands whiskies arrivent justement à éveiller tous ces sens. Combien de temps le laisser en bouche? Très simple. Pareil, même règle que pour combien de temps le laisser dans le verre. 1 seconde par année de vieillissement. C'est aussi simple que ça. Mais vous allez me dire, mais sur des whiskies de 30 ans, c'est très compliqué. Et oui, je suis d'accord avec vous. Certains whiskies de 30 ans, on peut les garder 30 secondes en bouche sans aucun problème. D'autres, au bout de 15 secondes, il vaut mieux quand même les avaler, sinon on risque de s'anesthésier la langue. Surtout avec les whiskies Castref. Sur ces whiskies-là, qui sont par exemple à 57 degrés, moi je vous conseille sincèrement déjà de faire un ajout d'eau. Je sais que certaines personnes aiment bien les boire purs, mais
je pense que c'est mieux parce qu'en fait, très rapidement, au bout de 2-3 gorgées, on perd notre côté sensoriel au niveau de la langue et c'est devenu purement simplement anesthésié. Et au final, ben, on ne profite plus vraiment de la palette aromatique du whisky. Et c'est dommage. C'est juste dommage. Donc oui, l'eau dans le whisky. Donc ben, là, c'est un peu compliqué parce que j'en ai pas beaucoup, donc je vais faire hop, un mélange. Alors donc comment s'y prendre? Comme j'ai dit tout à l'heure, les glaçons ça casse l'arôme du whisky. Donc prenez une eau à température ambiante, si possible une eau qui n'a pas trop de goût, donc évitez tout ce qui est épars et eau très minéralisée. Et allez-y par palier. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est très facile de noyer un whisky, et une fois que ce whisky est noyé, eh ben, vous ne pouvez pas le rattraper. Vous avez beau rajouter du whisky par-dessus, s'il a été noyé à la base, c'est mort. Vous avez perdu les arômes pour toujours. Donc en fait, soit vous mettez dans une petite cuillère, qui est bien pratique, parce que les cuillères, c'est un peu un moyen universel de pouvoir comptabiliser combien de gouttes je peux mettre dans mon verre, ou avec une paille tout simplement. Ou alors sinon vous avez bien sûr les pipettes un peu élégantes qu'on trouve chez les cavistes, mais pour moi c'est un peu inutile ce genre de choses. Donc c'est très simple. Alors pourquoi mettre de l'eau dans un whisky, vous allez me dire? Oui c'est vrai, vous avez raison. C'est très simple en fait, c'est que l'eau viendra casser les molécules d'alcool à très petite quantité, et en fait il faut savoir que vous avez votre molécule d'alcool qui est ici, et tous les arômes qui y sont attachés. Lorsqu'on ajoute un peu d'eau, en fait, les arômes viennent se détacher, et pendant une petite période de temps, quelques minutes, allez, maximum 10-15 minutes, le whisky va s'ouvrir et va délivrer beaucoup plus de choses qu'il n'aurait délivré que si on n'avait pas ajouté d'eau. Certains ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense que c'est juste une question de choix personnel. Donc, hop, quelques gouttes. Ensuite, vous mélangez délicatement, tac. Et vous allez voir que si votre whisky n'est pas filtré à froid, qu'il va commencer à devenir très légèrement brumeux. Ça s'appelle Scotch Mist. C'est le brouillard écossais. Et c'est un signe que le whisky n'a pas été filtré à froid. Pourquoi filtrer à froid des whiskies? Tout simplement pour pouvoir, lorsque vous mettez de la glace dedans, il puisse conserver cette couleur et paraître joli. Par contre, ceci ajoute une légère dégradation, ce procédé ajoute une légère dégradation dans le côté olfactif du whisky. D'où le fait que Harberg se vante dans leur étiquette en grand et en doré de ne pas filtrer à froid leur whisky. Important. Sachez que si un whisky est à plus de 43 degrés, alors il n'est pas filtré à froid. Voilà, c'est juste pour vous aider. Là, le nez s'ouvre beaucoup plus. On est moins sur la tour. On est beaucoup plus sur des choses vanillées, la pomme. La pomme au four plutôt. La tarte aux pommes. Plein de choses. L'eucalyptus, bref. Plein d'éléments qui commencent à arriver et d'autres qui ont disparu. Donc en fait, voilà, si vous mettez de l'eau dans votre whisky, vous pouvez gagner des choses et en perdre. C'est juste une question de tester. Vous devez tester, vous avez votre bouteille, vous faites le mélange, et au bout d'un moment, vous serez capable de pouvoir définir, ok, ce whisky a besoin de X gouttes, a besoin de... ou non, potentiellement, il peut ne pas en avoir besoin, pour pouvoir être apprécié à sa juste valeur. Et donc voilà, comment testons un whisky? Comme je vous l'ai dit, 10 minutes dans le verre par minute de vieillissement, X secondes dans la bouche par minute par année de vieillissement du distillateur, et enfin, on peut enfin le goûter. Donc lorsque vous le testez en bouche, vous l'avez bien fait rouler.
vous allez vous rendre compte qu'en fait, le moment où vous le faites introduire le whisky dans votre bouche et le moment où vous l'avalez, le whisky n'aura pas le même goût. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un développement des arômes qui se fait en bouche. Pas sur tous les whiskies, c'est en général la marque de très bons whisky. C'est que l'arrivée va avoir par exemple un certain goût. Par exemple, sur Swartberg, l'arrivée est très agressive. C'est un whisky profondément tourbé, très puissant. Mais après, une fois que cette tourbe est là, est présente, là, ce sont des choses un peu plus délicates qui commencent à arriver. L'amande grillée, la pâte d'amande, voilà, des choses comme ça. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez avoir plusieurs sensations, plusieurs arômes qui vont vous arriver dans la bouche. Et au bout d'un moment, votre langue va brûler légèrement et va se dire là, attention, c'est le moment d'avaler. Je peux plus trop tenir l'alcool. Et ça, c'est individuel tout à chacun. Certaines personnes peuvent, à 40 degrés, c'est peut-être même trop. 45, ça va encore. Je connais quelqu'un qui est capable de pouvoir garder du whisky plus de 30 secondes dans sa bouche, alors que le whisky fait pas moins de 60 degrés. Vincent, si tu te le connais. Et donc, une fois que vous l'avalez, donc là, c'est là que le final, on appelle ça le final, entre en compte. C'est une fois que vous avez avalé le whisky, quelle sensation vous reste-t-il? Est-ce que c'est quelque chose qui vous reste sur les coins de la bouche? Est-ce que ça vous reste sur la langue? Est-ce que ça vous reste sur la gorge? Qu'est-ce que c'est? Essayez de le définir au maximum et d'essayer aussi de définir sa longueur. Plus en général, plus c'est long, plus c'est bon. Mais voilà, c'est aussi la marque des grands whiskies, c'est la longueur. Et bien voilà. Donc voilà, vous pouvez juger un whisky de cette façon-là, en fonction de ces différents critères. Et voilà, donc je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous aurez apporté des éléments de réponse que vous n'aviez pas auparavant. Et j'espère que vous allez pouvoir apprécier les whiskies dans des doses beaucoup plus confortables. Donc voilà, là, dites-vous que là, dans ce verre-là, il y a à peu près 1,5 centilitres. Pas plus. C'est très peu. Un verre dans un bar, c'est aux alentours, ouais, c'est ça, de 5 centilitres. Donc, dites-vous que c'est beaucoup, beaucoup plus. Et ce n'est pas forcément bon pour la santé. Je préfère boire des microdoses de 1,5 centilitre et apprécier un peu plus longtemps ma bouteille qu'en boire des grosses doses et à moitié de verre, j'ai plus les capacités de pouvoir vraiment apprécier le spiritueux. Donc et bien voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous et santé.